Le Japon est un pays connu pour sa sécurité exemplaire. Il a pourtant été le théâtre d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener au cœur d'un événement qui a marqué le pays à jamais. Vous ne connaissez probablement pas ces 5 personnes qui s'apprêtent pourtant à commettre un acte qui a marqué le Japon. Tout ça au nom d'une terrible secte. 7 heures du matin, 20 mars 1995, Tokyo. C'était une journée ordinaire et agitée dans cette immense mégapole. Les embouteillages grondaient, les voitures klaxonnaient, des millions d'habitants de Tokyo et de son agglomération se précipitaient vers leur lieu de travail. Ils se bousculaient dans les wagons de métro, parcourant d'innombrables tunnels des stations. Parmi cette foule colossale, 5 hommes passèrent inaperçus. Ils allaient bientôt transformer le métro de la capitale japonaise en un lieu de meurtre de masse. Mais ils n'éveillaient aucun soupçon. Ils avaient l'air tout à fait normal. La seule chose qui les distinguait était que chacun d'entre eux avait un parapluie en main, bien que la journée s'annonçait sans nuages. Ils s'étaient préparés longuement et minutieusement à cet acte. Le plan avait été parfaitement élaboré et répété. Dans le sac de chacun d'entre eux se trouvaient des paquets de sarin, un agent neurotoxique capable de tuer une personne en très peu de temps, s'il pénétrait dans les voies respiratoires. Les paquets contenant ces substances étaient soigneusement enveloppés dans un papier journal. À l'extrémité de leur parapluie se trouvaient des pointes de fer aiguisées, destinées à percer les paquets de sarin. Dans l'école de chaque terroriste se trouvaient des seringues remplies de sulfate d'atropine, une sorte d'antidote qui neutralise le sarin et peut sauver les conspirateurs si quelque chose se passe pas comme prévu. Ils étaient tous partis de points différents, mais leur mission était la même, entrer dans le métro, se rendre à une station désignée et, à 8 heures pile, libérer le gaz toxique. Ils étaient tous membres de la secte totalitaire Aum Shinrikyo, un culte religieux représentant un mélange explosif de croyances chrétiennes, bouddhistes et shintoïstes. Cette organisation était dirigée par le japonais Shoko Asahara, qui se considérait comme la réincarnation de Jésus-Christ. Lin Ibiya, Masamoto Yokoyama, 31 ans, diplômé de la faculté de physique appliquée de l'université Tokai, attendait son train sur le quai. Dans la vie ordinaire, c'était un homme calme et doux, toujours poli et courtois. À son âge, il était déjà un scientifique assez accompli. Ce matin-là, il portait une veste assez sombre et un jean, un sac à dos sur les épaules et un parapluie à la main. Masamoto se dirigeait vers la station Yogi. Il devait répandre la substance toxique, puis descendre du train, remonter à la surface et monter dans la voiture où son partenaire l'attendait au volant. Ensemble, ils devaient rejoindre une planque qui se cachait. Masamoto était calme et concentré. À l'heure prévue, il arriva sur le quai et monta dans le métro. Il y avait peu de monde. Alors, il s'assit sur un siège libre au bout du wagon. Au début, tout était calme. Yokoyama était déterminé, ne pensant qu'aux honneurs et au respect que les autres membres de la famille lui accorderaient, après avoir accompli sa mission avec succès. Il était convaincu de l'absolue justesse de ses actes. Cependant, plus le train approchait de sa destination, plus le terroriste commençait à s'inquiéter. À chaque arrêt, le nombre de personnes dans le train augmentait. Bientôt, tout le wagon fut rempli de passagers. À 8h01, Masato décida d'agir. Les paquets de sarin se trouvaient sur le sol du train. Le train s'arrêta à la station Yogi, choisie comme cible de l'attaque. Cependant, quelque chose ne se passa pas comme prévu. À cause de la tension nerveuse, les mains de Masato tremblaient. Il n'arrivait pas à percer les paquets avec son parapluie. Le temps pressait, encore un peu, et les portes se fermeraient. Le train repartirait et la mission de Yokoyama aurait échoué. Au dernier moment, il réussit enfin à percer l'un des emballages et le gaz s'échappa. Masamoto décida qu'une bombe toxique suffirait. À la dernière seconde, il réussit à sortir du wagon dont les portes se refermèrent juste derrière lui. Le train démarra et Yokoyama, essayant de ne pas attirer l'attention, se hâta de partir et de retrouver la voiture qui l'attendait. Le deuxième terroriste, quant à lui, se nomme Yasuo Hayashi. Il avait 37 ans. Il était de taille moyenne et avait les cheveux courts. C'était un homme d'une intelligence remarquable, qui avait étudié l'intelligence artificielle à l'université Koga. Après ses études, il voyagea beaucoup. C'est pendant ces voyages qu'il s'intéressa à la religion et rejoignit finalement la secte Aum, où il gravit rapidement les échelons pour devenir le 3e responsable du ministère des Sciences et Technologies. Le jour de l'attaque, il portait un t-shirt vert et un jean foncé, avec un sac à dos et un parapluie canne. Il monta dans le métro à la station Ueno. Juste avant la fermeture des portes, il avait 3 paquets de sarin dans son sac. Bien qu'il soit porté volontaire pour l'attaque, il commença à avoir des doutes une fois dans le métro. À la station Kita Senju, à 7h58, il se décida finalement à agir, perçant 2 des 3 paquets avant de quitter rapidement le wagon. Maintenant, passons au 3e terroriste. Kenichi Hirose avait 30 ans et était diplômé de l'université Waseda en physique appliquée. Le jour de l'attaque, il portait une chemise noire et un pantalon. Comme tous les autres, il avait un sac à dos et un parapluie avec une pointe en acier. Dès son réveil, il se sentait mal et avait des doutes. Bien que le plan semblait simple sur le papier, une fois dans la foule, il commença à douter de ses choix. Il hésita plusieurs fois, sortant même du métro à un moment donné, avant d'y retourner. Finalement,
à la station Ochanomizu. Avant, comme les autres, il plaça 2 paquets de sarin au sol et les perça. Avant de s'échapper rapidement du wagon, il fut récupéré par Koichi Kitamura, qui l'attendait en voiture à un point de rendez-vous convenu. Le plus âgé d'entre eux, Ikyo Hayashi. Il avait 47 ans. Il était de taille moyenne et portait lui aussi une courbe de cheveux courte. Il avait étudié à l'université. Au cours de ses pérégrinations, le jour de l'attaque, il avait mal calculé le temps nécessaire pour atteindre le quai et avait donc beaucoup couru. Il sauta dans le wagon de métro et, au dernier moment, avant la fermeture des portes, il réussit à monter. Bien qu'il commençait déjà à s'inquiéter que son plan échoue, le train démarra et, déjà en mouvement, il se fraya un chemin plus loin dans le wagon et s'assit sur un siège libre. Il posa son sac à dos sur les genoux, l'ouvrit et regarda à l'intérieur. Là, enveloppé dans du papier journal, se trouvaient 3 paquets de sarin. Ikyo s'était porté volontaire pour participer à l'attaque. Il voulait prouver sa fidélité et son dévouement à la cause commune au leader de la secte, Asahara. Cependant, déjà dans le métro avec un sac à dos plein de produits chimiques mortels, il commença lui aussi à avoir des doutes. Le train avançait, se rapprochant de sa cible prévue, la station Kasumi Kazeki. L'horloge indiquait 7h58. Ikyo se décida à agir. Il dit alors dans sa tête: « Je ne peux pas y échapper, je dois le faire, je dois commencer la purification. » Il sortit alors les 3 paquets de sarin et les posa sur le sol du wagon. Le train entra sur le quai, le temps était compté. Hayashi perça 2 des 3 paquets, avec la pointe acérée de son parapluie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dès que le train s'arrêta et que les portes s'ouvrirent, il quitta immédiatement le wagon et se dirigea presque en courant vers l'escalator. Déjà debout sur ses marches, il entendit les portes se fermer. Une voix dans le wagon annonça la prochaine station, emportant avec lui son chargement mortel. Hayashi sortit à l'extérieur, trouva sa voiture. Au volant était assis Tomitsu Nimi. Dans le rétroviseur, il observa Ikyo approcher de la voiture et ouvrit la porte. Nimi démarra la voiture et disparut du lieu de crime avec son complice. Dernier des terroristes, le 5e donc. Cette fois, nous sommes sur la ligne Marunushi avec Toru Toyada. Il n'avait que 27 ans. Il était aussi diplômé de l'université de Tokyo. Ce jour-là, comme beaucoup des membres, il portait une chemise, un pantalon, un sac à dos et un parapluie. Lui aussi avait des doutes concernant le plan. Néanmoins, avec tout le monde, il monta sur les marches de l'escalator et commença à descendre sous terre. Il passa les tourniquets et entra sur le quai. Le train arriva à l'heure prévue. Les portes du wagon s'ouvrirent. Après avoir hésité quelques secondes, il fit un pas à l'intérieur. Comme c'était le matin et l'heure de pointe, le wagon était bondé. Il se fraya un chemin plus loin dans le wagon et se tint contre le mur, s'y adossant. Les portes se refermèrent et le train, prenant de vitesse, commença à quitter le quai. Toyoda rapprocha de lui son sac à dos contenant les substances toxiques et commença à observer les gens qui l'entouraient. Il n'avait rien de particulier, juste des citadins ordinaires qui se pressaient pour leurs affaires. Toru comprenait qu'il n'avait rien fait de mal contre eux et qu'il n'était coupable de rien. Dans le doute, il parcourut plusieurs stations. Finalement, à l'une d'entre elles, il décida de descendre, se frayant prudemment un chemin à travers la foule. Il sortit sur le quai. Dans ses mains, il tenait toujours son sac à dos et son parapluie. Nerveux, ses mains tremblaient. La sueur parlait sur son front. Autour de lui, les passagers allaient et venaient, entrant et sortant des wagons. Lui restait immobile. Il pensa alors: comme j'envie les gens qui peuvent simplement prendre le métro et en sortir. Mais c'est ce qu'ils me disent, mes sentiments humains. Ils se dressent sur le chemin de notre but, de notre mission. Ils se dressent sur le chemin de notre libération. Toru Toyoda fit demi-tour et sauta dans le train. Il fermait déjà ses portes et s'apprêtait à quitter le quai. Il se tint alors près de la porte, avec le sentiment d'avoir vaincu ses doutes. Sa mission serait accomplie. Pendant un moment, il continua à rouler, observant simplement les passagers qui l'entouraient. Regardait sa montre toutes les 5 minutes. 7h45, 7h50, 7h55. Le train approchait de son objectif, la station Ochanomizu, où, selon le plan, Toru devait mener son attaque. Il déroula alors prudemment son sac à dos et le posa sur le sol, 2 paquets enveloppés de journal contenant le poison. Il vit par la fenêtre, le train s'approchait de la station. Il n'avait plus de temps pour les doutes. Il donna alors 2 coups de parapluie sur les paquets posés sur le sol. Le plastique contenant le poison mortel à l'intérieur se déchira. Le sarin entra en réaction et commença à remplir l'air du wagon. Toru se dirigea vers la sortie d'un pas rapide. Il se dirigea vers l'escalator, monta sur ses marches, remonta à la surface. L'affaire était faite. Il sortit du métro et commença à chercher la voiture qui devait l'attendre. Koichi Kitamura, le conducteur, était au courant de l'opération et attendait son complice à l'endroit convenu. Bientôt, il vit Toru, trempé de sueur, s'approcher de lui. Il ouvrit la porte arrière et sauta dans l'habitacle. Le moteur de la voiture rugit et la voiture démarra, dans les villes alors paisibles, n'éveillait à l'instruction de personne. Si l'on parle d'attentat terroriste, celui-ci est sûrement l'un des plus silencieux de tous. 5 hommes, répartis en différents lieux, ont fait répandre un agent de guerre chimique et ont quitté les lieux de manière silencieuse, sans éveiller aucun soupçon. Les passagers du métro de Tokyo n'ont pas immédiatement ressenti les effets de l'agent toxique. Il fallait du temps pour qu'ils se dispersent dans les wagons. Les terroristes avaient accompli leur tâche méticuleusement,
Mais l'efficacité des 5 attaques était inégale. Masato Yokohama n'avait percé qu'un seul paquet, avec un petit trou. Donc le sarin s'écoulait lentement dans l'air. Néanmoins, les passagers ont bientôt commencé à en ressentir les effets, à suffoquer et à tousser. Le train roulait à pleine vitesse et beaucoup ont compris ce qui se passait. Certains ont commencé à ouvrir les fenêtres pour faire entrer l'oxygène, une décision qui s'est avérée salvatrice et a sauvé de nombreuses vies. Les conséquences ont été plus graves dans la zone où Yasuo a percé tous les paquets de substances toxiques qu'il avait. En effet, le gaz a rapidement rempli l'espace. Un des passagers en a pleinement ressenti les effets. D'abord de l'étouffement, puis ses yeux sont voilés de noir, il ne pouvait presque plus rien voir. Ses jambes ont faibli par un manque d'oxygène. La panique s'est alors installée. Les gens se bousculaient désespérément vers les sorties. Certains ont même commencé à vomir. Quand le train est enfin arrivé à la station suivante et que les portes sont ouvertes, les gens sont sortis en masse, le chaos régnait. De nombreuses personnes ont eu des spasmes et des vomissements. Ceux qui étaient le plus près des sorties et qui ont pu atteindre le quai essayent alors de faire de la place pour les autres. Beaucoup ne pouvaient pas se tenir debout et devaient ramper, loin du train alors contaminé. 15 minutes après l'attaque, environ 40 passagers étaient dans un état grave. Certains perdaient conscience. Le personnel de la station tentait de prodiguer les premiers soins et d'évacuer ceux qui ne pouvaient pas se déplacer seuls ou qui étaient inconscients. La situation était compliquée par le fait que le gaz toxique sortait avec les passagers, mettant en danger non seulement ceux qui étaient dans le train, mais aussi ceux qui attendaient sur le quai. Certains passagers étaient trop près de la source de la contamination, les paquets de sarin. Ils se sont alors effondrés inconsciemment, et quand les employés du métro sont venus leur porter secours, il était déjà trop tard. Certaines personnes sont alors décédées cette nuit-là, devenant malheureusement les premières victimes de cette terrible attaque. Ceux qui pouvaient encore tenir debout se sont précipités vers les escaliers et les escalators, espérant que l'air frais les soulagerait. Cependant, le sarin avait déjà pénétré dans leur organisme et ses effets étaient désormais inévitables. De plus, les employés du métro ont commis une erreur fatale. À ce moment-là, ils n'avaient pas compris qu'une arme chimique avait été utilisée dans le métro. Donc, après avoir évacué les victimes des wagons contaminés, ils n'ont pas été mis hors service. Ils ont laissé monter de nouveaux passagers, ils ont repris le service donc. En conséquence, le gaz s'est propagé plus loin dans le métro, vers d'autres stations, contaminant encore plus de personnes et semant la mort sur son passage. Plus de 40 minutes s'étaient écoulées depuis l'attaque. La police et les services d'urgence à travers la ville recevaient des signalements d'intoxication massive étranges parmi les passagers du métro. Puis, des informations encore plus inquiétantes ont émergé. Les premiers décès ont été signalés. Une odeur étrange commença alors à envahir l'air. Dans le métro, les passagers ressentirent d'abord une irritation de la gorge, puis une toux violente se déclencha. Les employés du métro, malgré les risques pour leur propre santé, vont intervenir pour évacuer les blessés et alerter les services d'urgence. Les employés du métro furent gravement touchés, et certains d'entre eux perdirent la vie en essayant de secourir des passagers. Les rames contaminées continuèrent leur trajet. L'attaque au sarin dans le métro de Tokyo a été un événement choquant par son ampleur et sa brutalité. Dans les heures qui ont suivi l'attentat, 12 personnes ont perdu la vie et plus de 6300 autres passagers furent affectés, souffrant d'intoxication de gravité variable. De l'utilisation d'armes chimiques furent dévastatrices. Dans les jours et heures qui suivent, les principaux membres de la secte ainsi que leur chef furent arrêtés. La dernière arrestation eut lieu en 2012. Le procès d'Aum Shinrikyo fut l'un des plus longs et complexes de l'histoire moderne du Japon. Après des années de procédures et verdict, 13 membres furent condamnés à mort par pendaison, tandis que d'autres reçurent des peines de réclusion à perpétuité. Asahara, reconnu coupable de 13 des 17 chefs d'accusation, fut exécuté le 6 juillet 2018. Les membres directement impliqués dans l'attentat furent exécutés peu après, mettant fin à un chapitre sombre de l'histoire japonaise.